Bonsoir Ziad Majed, vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient, vous êtes professeur à l'Université américaine de Paris et selon vous, la politique américaine en ce qui concerne la Syrie est en train de changer lentement. L'objectif des États-Unis, ça pourrait être de mettre Bachar el-Assad de côté tout en essayant de rassurer les Russes. À côté de vous, Henri Landes, bonsoir, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris. Vous avez fait paraître en 2016 un livre, peut-être qu'on l'a, je ne l'ai pas, Allô Houston, les États-Unis vus par un Américain en colère, aux éditions Max Milo. On ne l'a pas. On l'aura la prochaine fois. Selon vous, Henri Landes, Donald Trump veut signifier la fin de l'impuissance Obama en Syrie, mais attaquer Assad nécessiterait d'envoyer des hommes sur le terrain. Il n'est pas sûr que le président américain se lance dans une campagne militaire d'envergure. Et enfin, Garance Lequen, bonsoir madame. Vous êtes journaliste indépendante. Vous avez fait paraître en 2015 chez Stock un livre sur l'opération César, au cœur de la machine de mort syrienne. Il est derrière moi. Pour vous, Garance Lequen, l'existence de fours crématoires en Syrie est tout à fait plausible. On parle de 92 000 personnes détenues en Syrie. On exécute des prisonniers parce que les cellules sont tout simplement surpeuplées. On va démarrer avec une question, Nadia, d'un de nos spectateurs. Téléspectateur qui voudrait savoir s'il y a un rapport entre les gesticulations belliqueuses de Donald Trump et la situation intérieure aux États-Unis. Henri Landes, effectivement, Donald Trump est empêtré dans un certain nombre d'affaires. Est-ce que ces révélations lui permettent de distraire l'opinion de tout ça? Un petit peu, surtout que l'opinion publique américaine, historiquement, se concentre plus sur les affaires internes, surtout pendant les élections et les campagnes. Ce n'est pas vraiment une politique étrangère qui fait basculer dans un sens ou l'autre une élection et une campagne. Et Donald Trump, il est de manière permanente en campagne, même pour sa réélection en 2020. Ce qui est sûr, c'est que Donald Trump rencontre encore plus de complications depuis qu'il a viré James Comey du FBI. Il y a le mot de destitution qui est de plus en plus circulé. Et même si c'est improbable qu'il y ait une procédure de destitution qui arrive à la surface et que juridiquement ce soit possible, ça reste quelque chose de très politique. Ça serait plutôt utilisé comme une arme politique par l'opposition et qui pourrait l'embêter de plus en plus. Et c'est vrai que la Syrie, c'est quelque chose qui galvanise un petit peu de soutien des deux côtés et l'opinion américaine a un peu changé, plus en faveur d'interventionnisme américain en Syrie suite à l'utilisation des armes chimiques. Oui. Alors, Eric, un chiffre pour qu'on comprenne l'ampleur de la question. 13 000, il s'agit en fait du nombre de personnes pendues dans cette prison de Sednaya entre 2011 et 2015. Selon Amnesty International, l'ONG a collecté 84 témoignages pendant un an sur les pratiques de cette prison militaire qui est située à 30 km au nord de Damas. Et elle a sorti un rapport avec ce titre qui résume tout: abattoir humain, pendaison de masse et extermination à la prison de Sednaya. Alors, Garance Lequen, 50 pendaisons par jour, est-ce que ce chiffre vous paraît crédible? Bien sûr. De toute façon, Amnesty International est une organisation très crédible, donc oui, il faut les suivre. Emprisonner des civils, parce que les gens qui sont emprisonnés, ce sont des gens comme vous et moi, hein, ce ne sont pas des rebelles forcément armés, ce sont des civils. Des opposants? Même pas nécessairement? Oui, pas nécessairement. Enfin, des opposants politiques, donc pas forcément des opposants armés, et des civils, des enfants, des femmes, des hommes, des ingénieurs, des médecins, des boulangers, vraiment des gens comme vous et moi. Les détenir dans des prisons comme ça, c'est une façon de garder une sorte de chape de terreur sur la population, parce que quand vous êtes arrêté, vous disparaissez totalement de la société. Vous êtes enlevé et vos familles ne savent absolument rien de vous. Avec, pour les organisateurs de ces massacres, la nécessité de se débarrasser des corps, d'où peut-être ces fours crématoires? Alors, les fours crématoires, pour l'instant, Washington nous montre des photos. On n'a pas plus de preuves que ça. Donc, pour l'instant, moi, je ne me prononcerai pas pour savoir si ce bâtiment est effectivement un four crématoire. En revanche, c'est tout à fait plausible, puisqu'il faut bien se débarrasser des corps de dizaines de milliers de Syriens qui ont été arrêtés. Qui ont été arrêtés et exécutés. Exécutés, torturés à mort. Ziad Majed? Oui, tout à fait, d'accord. Je pense que ce n'est pas une surprise si on découvre des fours crématoires en Syrie. Depuis les années 80, il y a des milliers de disparus. Le chiffre qu'on avance entre 80 et 90, c'est de 17 000 disparus, c'est-à-dire des gens qui étaient des prisonniers. Et puis, on n'a jamais retrouvé leur corps. Donc, c'était soit des fosses communes, soit on les brûlait dans le désert de Palmyre, non loin de la prison de Palmyre, qui était la prison la plus terrible sous Assad père. Depuis 2011, on évoque des chiffres qui vont entre 100 000
et 200 000 disparus. Et on a des documentations qui prouvent que 70 000 à 90 000 sont dans les geôles du régime. Donc il y a une économie même qui s'organise autour de ça, des officiers du régime qui prennent de l'argent pour donner des informations à des familles qui sont en détresse, qui vendent les bijoux, qui vendent tout pour avoir des nouvelles de leurs enfants. Finalement, les enfants sont morts. Parfois, on leur donne des certificats de décès sans que les corps soient rendus. Donc, il peut y avoir soit des fours crématoires, soit des fosses communes. Cela n'est pas étonnant. La violence est la philosophie et la politique de ce régime. Mais alors, une question sur le calendrier, pardon d'employer ce terme, Harry Landes. Pourquoi ces photos sont-elles publiées aujourd'hui ? C'est sûr qu'avec les négociations et les discussions à Genève qui arrivent et Donald Trump qui joue sur les émotions des Américains, qui a toujours joué sur les peurs. Comme ça avait été fait il y a quelques semaines, n'est-ce pas, avec une photo d'un... Oui, et puis quand il a attaqué la base syrienne, il a dit qu'une ligne rouge avait traversé parce que des bébés, ces très beaux bébés, avaient été tués. C'est quelqu'un qui a toujours voulu jouer sur les fantasmes et jouer avec les peurs des personnes pour créer une stratégie. Après, je ne sais pas quelle est la stratégie de Donald Trump en Syrie, parce qu'il y a beaucoup d'imprévisibilité dans ce que fait et ce que dit Donald Trump, et il n'y a pas énormément de crédibilité de la parole de nombreux conseillers autour de lui. En même temps, est-ce que vous pensez que ce qu'il a initié en fait le 6 avril en faisant ces bombardements, ça a mis en place une nouvelle politique américaine à l'égard de la Syrie? Est-ce qu'on peut parler d'un tournant? Je me remettrai à ce que nous a dit notre collègue à ma gauche, qui est que c'est un tournant, mais assez lent et pas très perturbant, parce que oui, Donald Trump souhaite se démarquer de Barack Obama. Tout ce qu'a fait Barack Obama, il souhaite se différencier de ça et critiquer Barack Obama pour tous les maux de la planète d'aujourd'hui. Il a quand même dit qu'il ne fallait pas intervenir en Irak. Il a changé de position nombreuses fois sur d'autres interventions. En tant que citoyen, il disait totalement le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, avec une parole telle, c'est difficile d'analyser de manière très proche. Et en plus, c'est pas très simple d'aller enlever Bachar al-Assad, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je ne suis pas spécialiste du conflit syrien. C'est pas très simple d'aller enlever Bachar al-Assad, vous dites ? De se débarrasser de Bachar al-Assad. Éliminer Bachar al-Assad, c'est pas non plus quelque chose de simple. Moi, je suis pas spécialiste de à quel point il y a des armées et des forces fortes pour résister à une intervention. Ce que je sais, c'est que ça prend pas juste une attaque militaire au lendemain de quelques armes chimiques utilisées, et qu'il y aurait besoin d'une stratégie beaucoup plus claire à défendre, notamment pour son Parlement et le Congrès américain. J'ajouterais juste que si on parle d'un début de changement, c'est exactement pour se démarquer de Barack Obama d'un côté, mais en même temps, ce qui est clair dans le changement, c'est que pendant qu'Obama négociait avec les Iraniens l'accord nucléaire, il disait qu'on ne peut pas intervenir en Syrie contre les Iraniens tout en voulant en même temps l'accord nucléaire et une coopération en Irak contre Daesh. Ce que dit Donald Trump aujourd'hui, c'est qu'il veut maintenir la coopération avec les Russes, mais qu'il veut contenir l'expansion iranienne dans la région. Cela ne peut se faire qu'en Syrie, parce qu'en Irak, les Américains sont obligés de passer par les Iraniens, vu la coopération avec le gouvernement de Bagdad contre Daesh. La Syrie, c'est la scène où ce changement peut s'effectuer. Mais est-ce que les Russes et les Iraniens vont divorcer? Est-ce que ce couple-là va pouvoir... Attendez, oui, c'est une question... C'est là où Trump n'est pas clair et il est de toute façon imprévisible. Et certes, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, faites-nous écouter le porte-parole de la Maison-Blanche, Eric. Oui, Sean Spicer qui a fait une déclaration lundi, juste donc avant ce nouveau round de discussion à Genève. Et vous allez voir, il pose en fait clairement les conditions de la paix, non pas au régime syrien, mais à ses alliés les plus proches, et à commencer évidemment par Moscou. On l'écoute. Les États-Unis restent prêts à travailler de concert avec la Syrie et l'Iran pour trouver une solution qui mène à une Syrie stable et unie. Mais pour que nous puissions travailler ensemble et mettre fin à la violence en Syrie, la Russie et l'Iran doivent reconnaître les atrocités du régime d'Assad et utiliser leur influence pour les arrêter. Alors, est-ce qu'on peut vraiment comprendre que Donald Trump est prêt à mettre la pression sur Vladimir Poutine ? Oui, dans le sens où il y a des négociations aujourd'hui à Genève. Il y a en même temps un rapport de force que les Russes ont réussi à modifier. Mais les Russes savent aussi que si Bachar al-Assad est au pouvoir et reste au pouvoir, c'est grâce à l'occupation directe de la Russie et de l'Iran de la Syrie. Sans les Russes et les Iraniens, il ne peut pas survivre. Donc il y a une nécessité de négocier. Le message américain qui a été à plusieurs fois envoyé depuis l'attaque contre l'aéroport de Shayrat, la base militaire que Assad a utilisée pour sa frappe chimique, c'est qu'on peut trouver un compromis. On enlève la tête du régime, c'est-à-dire Bachar al-Assad, et on maintient l'appareil étatique pour éviter le scénario irakien. Cela rassure les Russes et en même temps, c'est un compromis qu'une grande partie des Syriens accepteraient. Mais sans ce changement-là, je vois mal comment les Américains vont pouvoir négocier avec les Russes. Un compromis acceptable, Garance Lequesne ?
Je ne suis pas sûre qu'une majorité des Syriens serait d'accord. Ce n'est pas que Bachar el-Assad le problème, c'est le système. C'est la façon dont le régime est construit, la façon dont le régime est bâti sur des services de renseignement qui sont extrêmement puissants, qui font régner la terreur. Donc enlever la tête, c'est bien, mais il n'y a pas que Bachar, c'est un clan, et c'est une mafia. Donc il faudrait purger entièrement le clan el-Assad, comme on l'a fait en Irak à l'époque ? Il faut purger, il ne faut pas détruire l'État, parce que là, effectivement, c'est la porte ouverte vers le chaos, encore que le chaos est déjà là. Voilà, le chaos est non, mais présent. quand on parle de Assad Garance, c'est Assad, son frère, ses cousins, c'est le clan. Voilà, mais c'est pas l'appareil. C'est le fonctionnement du régime qui est bâti sur ces services de renseignement, où tout le monde se surveille. C'est une société qui a une chape de plomb et de peur, mais même ici en France, même en Europe, les Syriens ont peur de témoigner. On parle des prisonniers. Il y a des anciens, il y a des survivants des prisons qui n'osent pas donner leur nom. Ils sont en Europe parce qu'ils ont peur pour leur famille. Pour leur famille qui est là-bas. Donc c'est extrêmement compliqué. Ça, il faut le comprendre. En même temps, on l'a dit, il y a des discussions qui s'ouvrent, une nouvelle discussion qui s'ouvre à Genève. C'est la 6e fois qu'on se rencontre à Genève. Et il y a donc l'opposition qui est présente. Et elle va discuter, pas directement avec les représentants du pouvoir, mais si elle se rend à Genève, c'est qu'elle attend quand même quelque chose. Non, mais bien sûr qu'il faut continuer ces négociations. Mais il faut voir peut-être au-delà de juste enlever le clan. Il y a un fonctionnement du régime qui a amené ce chaos en Syrie. Donc c'est ça où il faut aller au-delà même du clan. En même temps, on voit bien que depuis le début de l'année, il y a parallèlement un processus de discussion qui a lieu à Astana, au Kazakhstan, initié par la Turquie, la Russie et l'Iran. Est-ce qu'il y a une sorte de compétition entre Genève et Astana ? Oui, bien sûr qu'il y a une compétition. En fait, les Russes ont marginalisé le processus déjà agonisant de Genève. Genève, depuis 2012, tourne toujours en rond. La transition politique, que faire de Assad? Il n'y a pas eu de progrès depuis. Donc les Russes ont souhaité marginaliser ce processus-là en créant le processus d'Astana, où ils invitent les représentants des forces militaires du côté du régime comme de l'opposition, et où il y a l'Iran et la Turquie, tout en écartant les États-Unis et l'Europe et les acteurs arabes, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, Qatar, etc. Donc les Russes veulent consolider politiquement ce qu'ils ont réalisé depuis leur intervention militaire sur le terrain en tant que changement de rapport de force. D'où l'importance de redonner un souffle à Genève, mais en même temps sans que les négociations soient comme entre Palestiniens et Israéliens, c'est-à-dire on négocie pour négocier et non pas pour avancer. Tant que la question de la transition politique, déjà, Genève a stipulé cela, n'est pas abordé, et le régime refuse toujours de l'aborder, il n'y aura pas de progrès, parce qu'ils vont négocier quoi? Un cessez-le-feu? Ok, un cessez-le-feu, mais il va rester temporaire. Il y a des résolutions onusiennes qui n'ont pas été appliquées, que ce soit par rapport au siège de certaines zones, que ce soit par rapport à l'acheminement de l'aide humanitaire. Il faut parler également de cette question des détenus. Il n'y a pas encore une volonté internationale d'aller voir les détenus sur place. On aurait besoin de vous comme négociateur. Mais on préfère que vous soyez avec nous. Nadia, on évoque Raqqa. Qui est considérée comme la capitale de facto de l'État islamique. C'est aussi un des derniers bastions de Daesh en Syrie. On sait qu'ils sont très en difficulté, qu'ils sont en train de perdre du terrain sur la région. Et c'est une capitale qui est en passe d'être reprise par les forces démocratiques syriennes, une alliance arabo-turque-kurde, qui est très largement soutenue par les États-Unis. Trump a déjà promis qu'il leur fournirait des armes directement. Et cette libération de Raqqa est, on peut le dire, déjà programmée, mais on peut se demander qui va remplacer Daesh, qu'est-ce qui va se passer après. Erdogan, donc la Turquie a déjà annoncé son intention de reprendre Raqqa, tout comme Bachar el-Assad lui-même, même si on ignore s'il a la capacité de le faire. Quant aux Kurdes, ils ont déjà une longueur d'avance en quelque sorte, puisqu'ils ont déjà fondé ce qu'ils appellent un conseil civil qui gérerait Raqqa après l'État islamique. Ça veut dire en gros, on aurait les Turcs, les Kurdes, indirectement les Américains. Ziad Majed, est-ce que ça va être explosif ou est-ce que c'est le début d'une partition, de ce qui pourrait ressembler à une partition ? Il y a certainement aujourd'hui une fragmentation du territoire syrien avec des forces militaires qui contrôlent chaque zone avec des alliances évidemment régionales et internationales. Erdogan a rencontré Trump hier et Trump a fait une déclaration qui contredit ce qui se passe sur le terrain. Oui. Il a promis aux Turcs de les soutenir face à Daesh et face au PKK, c'est-à-dire face aux milices kurdes. En même temps, sur le terrain, les experts américains soutiennent les milices kurdes qui se battent contre Daesh. Il y a des tensions également qui sont arabo-kurdes dans le nord du pays. La population de Raqqa qui subit
à la fois les bombardements de la coalition internationale, de la Russie et la barbarie de Daesh, craint également qu'il y aura une rivalité entre les forces qui vont entrer dans la ville. C'est vrai que les milices kurdes aujourd'hui sont les plus proches militairement. Bachar al-Assad n'a pas les moyens, sauf si c'est les Iraniens, Hezbollah et l'aviation russe qui font le travail, mais ils sont loin géographiquement. L'armée turque dit être prête, mais elle ne souhaite pas coopérer avec les milices kurdes. Donc cela crée une tension et finalement je pense que sur le terrain, si les Américains maintiennent le soutien des milices kurdes, ils seront probablement les favoris pour entrer dans la ville, mais ça aura des conséquences puisque toute la question kurdo-arabe se pose aujourd'hui comme un nouveau défi en Syrie, au nord, au nord-est, vu les tensions qui existent et vu cette volonté d'imposer une autonomie kurde également sans l'aval d'une partie des tribus arabes de la région. Une question pour revenir à Donald Trump et à son gouvernement et à son administration, Henry Landes. Qui donne le là? Qui donne le ton de la politique étrangère américaine? On a du mal à le comprendre. C'est une comédie justement d'essayer de comprendre qui un petit peu donne le là. Donald Trump est quand même soutenu par le Parti républicain et donc ce n'est pas les élus du Parti républicain qui donnent le là. Est-ce que c'est le beau-fils de Donald Trump? Il y a beaucoup, Jared Kushner, il y a beaucoup de spéculations autour de lui parce qu'il a hérité d'un énorme portefeuille et de dossiers de Donald Trump. Et donc, on se demande, est-ce que ce n'est pas lui le vrai président des États-Unis? Je pense que la parole de Rex Tillerson est plus fiable si on doit regarder les personnes autour de Donald Trump. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est que Donald Trump... ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères, ancien d'ExxonMobil, etc., mais qui a des relations avec la Russie, justement, assez proches. Donald Trump, dans son cabinet, il a des milliardaires, il a des personnes extrêmes du Parti républicain qui n'ont pas voulu se désolidariser de lui pendant la campagne parce que Donald Trump était un petit peu imprévisible. Et il y a des généraux. Et c'est sûr qu'il y a aussi ces généraux qui comprennent très bien la géopolitique, mais qui ont une ligne politique. Le général McMaster, dont on parle beaucoup en ce moment. Oui. Alors, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis les faucons, ceux qui ont une vision beaucoup plus interventionniste, beaucoup plus un petit peu simple du paysage politique mondial, qui est que nous avons des populations qui sont non civilisées, qui sont dangereuses, etc., qui est très liée justement au djihadisme, une population civilisée. D'ailleurs, Donald Trump, après l'attaque en Syrie, il a dit je demande à ce que la après population... l'attaque du 6 avril, vous voulez dire. Oui, exactement, excusez-moi. Toute la population civilisée, qu'elle me rejoigne dans ce combat contre le terrorisme et faisant allusion forcément à la Syrie et au djihadisme. Par contre, il y a une chose, on n'a pas parlé de l'Union européenne, un acteur absent de la discussion, et tout cela montre qu'avec toute la méfiance que nous pouvons avoir sur la relation entre Donald Trump et la Russie, et je ne pense pas aujourd'hui que mettre la pression sur Vladimir Poutine est quelque chose qui est en train de se passer. On a plutôt accusé Donald Trump d'être une marionnette justement de Vladimir Poutine, mais avec toute cette relation qui est difficile, il y a une place importante pour l'Union européenne. On va commencer à avoir des solutions de paix durable. On va passer le message. En attendant, on va revenir précisément sur un personnage que vous avez cité, le gendre, le beau-fils, Jared Kushner, c'est ça? Eh bien, le voici épinglé avec délectation par Thibault Nolte. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Si le président des États-Unis semble s'intéresser à la Syrie, son principal conseiller diplomatique est, comme lui, un magnat de l'immobilier. Alors, faut-il immobiliser Jared Kushner? Jared Kushner est haut conseiller du président Trump. Un job fourre-tout avec des prérogatives sur l'abus des opiacés, les relations avec la Chine, la réorganisation du gouvernement fédéral ou la paix au Moyen-Orient. Des dossiers auxquels il ne connaît rien. Non, rien de rien, je n'y entrave rien. Comme Donald. Alors, on relie des solutions avec des problèmes, et puis des fois ça marche. Jared, est-ce que j'ai le droit de relier deux solutions avec un même problème? Mais oui, Donald! Mais le gendre présidentiel, époux d'Ivanka, la fille que Trump draguerait si elle n'était pas sa fille, offre sa loyauté. Et s'il a éclipsé la plupart des conseillers du Donald, son rôle de super secrétaire d'État ou de chargé du monde entier, selon les railleurs, est une impro totale. J est héritier d'un empire immobilier de 20 000 appartements. Une affaire de famille à 1,5 milliard d'euros, démarrée par Papy, rescapé de la Shoah, et développée par Papa. Marlou emprisonné 2 ans, notamment pour avoir fait pression sur sa sœur en piégeant son mari avec une prostituée. Oui, côté Kushner, on est un peu vieux jeu. Le cul, tout ça, ça reste tabou. Avec Donald, ça marcherait pas du tout. Jared, j'ai pas assez de solutions par rapport à mes problèmes. Le nouveau faiseur de paix américain et sa famille juive orthodoxe sont aussi accusés de financer des colonies israéliennes illégales.
Lui-même a par ailleurs appuyé l'initiative de Beau Papa de bombarder la Syrie en avril. Une diplomatie de pièces cuisine, beau volume, parquet moulure, déluge de feu. Merci Thibault Nolte, Eric. Garance Lequen, est-ce qu'au fond, une élimination physique de Bachar el-Assad, comme ça a pu être le cas en Libye avec le Kadhafi, est-ce que c'est un scénario qui vous paraît possible? Possible, oui. Enfin, non, je ne sais pas. Souhaitable en fait, comment on peut appeler au meurtre de quelqu'un, même si c'est un criminel? Il paraît que ça a été évoqué par un ministre israélien, le ministre du Logement, d'ailleurs, un ministre qui n'a rien à voir avec les affaires étrangères. Mais bon. Moi, je n'appellerai pas moi-même au meurtre de Bachar el-Assad. Moi, je pense que la question qui se pose en Syrie aujourd'hui par rapport à Bachar el-Assad et par rapport à tous les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qu'il a commis, c'est la question de l'impunité. On est en train d'exclure les Syriens du droit international, de leur dire que les conventions de Genève, que la Charte des droits de l'homme, que le système international ne les protège pas. Donc, Bachar el-Assad les a gazés, rien n'a eu lieu. Il y a des rapports de Amnesty International, de Human Rights Watch, des commissions onusiennes sur la torture, les exécutions dans les camps de concentration. Ils sont des camps de concentration en Syrie. Il n'y a pas eu de réaction. Et il y a des millions de réfugiés. Il y a un déplacement forcé de population que certains saluent comme étant un acte avec lequel on normalise. Donc des crimes contre l'humanité encouragent ce criminel, comme d'autres criminels, à aller encore plus loin dans leur entreprise, dans l'industrie de la mort qu'ils établissent. Et on envoie un message à la région, mais surtout aux Syriens, qu'ils sont exclus du droit international. Et ça, je pense, est très dangereux, pas seulement pour maintenant, mais même pour l'avenir. Donc la question de l'impunité du droit international est la priorité. Très rapidement, on sait qu'il y a un acteur très important en Syrie, c'est l'Iran. Oui. Il y a des élections vendredi en Iran. Est-ce que vous pensez que cette élection peut changer la donne, peut changer la politique de l'Iran en Syrie? Malheureusement, les élections iraniennes et la gestion de la société iranienne sont vraiment loin de tout ce qui est politique étrangère iranienne. La politique étrangère, notamment celle qui concerne la Syrie et l'Irak, sont gérées directement par Ayatollah Khamenei, le guide, et les gardes de la révolution, les gardiens de la révolution, donc Qasem Soleimani et les généraux qui sont sur place, à cheval entre l'Irak et la Syrie. Et ils ont une certaine autonomie militaire comme politique, comme budgétaire, qui ne trouve pas sa légitimité dans le fonctionnement des institutions élues en Iran. Donc ce sont deux questions. Deux questions différentes. Merci Ziad Majid, merci à tous les trois.